Peter, votre conférence s'intitule « Saving the Ocean, the time for science diplomacy » Sauver l'océan, l'heure de la diplomatie scientifique est-elle venue? Je vous présente, Peter, vous êtes depuis une année président du Conseil international des sciences, l'International Science Council, ISC. Vous avez été le Chief Scientist, le conseiller spécial pour la science du Premier ministre de Nouvelle-Zélande de 2009 à 2018. Vous êtes membre de la Commission mondiale des missions scientifiques pour la durabilité. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Cherbourg. Vous venez d'une petite île que nous aimons beaucoup qui s'appelle la Nouvelle-Zélande. Et vous nous expliquez, vous allez nous rappeler à quel point il est indispensable de prendre des décisions au niveau mondial concernant l'océan. Saving the Ocean, the time for science diplomacy. Sauver l'océan, l'heure de la diplomatie scientifique. Merci beaucoup. Merci Dominique. Toutes mes excuses. Je peux lire le français, mais malheureusement, je ne peux pas vraiment le parler. Je dois donc m'exprimer en anglais. J'en suis vraiment désolé. En tant que président du Conseil international des sciences, je suis ravi d'être présent parmi vous. En tant que néo-zélandais, je suis encore plus ravi d'être ici parmi vous, car je viens d'un pays où l'océan vraiment domine notre mode de pensée. Nous avons plus de 40 degrés de latitude dans notre pays. Nous sommes dans une partie fantastique de l'océan et nous sommes une nation qui a été construite par des marins polynésiens et l'océan a véritablement marqué notre peuple. Nous avons une vraie relation avec l'océan. L'océan joue un rôle stratégique et un rôle personnel et marque profondément notre entité. Le Conseil international des sciences est la première organisation scientifique à l'échelle internationale. Son siège se trouve à Paris. Il travaille avec différentes académies telles que l'Académie française et travaille avec les différents organes disciplinaires, par exemple l'Organisation internationale d'astronomie. Et l'objectif, c'est de créer des partenariats avec la communauté internationale scientifique. Et aujourd'hui, j'en suis le président. L'un des rôles principaux du Conseil international des sciences, c'est d'utiliser la science pour faire avancer des objectifs diplomatiques et faire avancer sur nos objectifs communs. Je dois être assez franc avec vous. Les conflits, les jeux géostratégiques, le changement climatique, l'insécurité alimentaire, la sécurité hydrique, ce sont des questions qui nous concernent tous aujourd'hui. Ceux qui souhaitent travailler sur l'océan travaillent forcément sur des questions de surpêche qui mènent à des conflits. Ces questions nous concernent tous, les personnes qui vivent sur l'océan, dans l'océan, près de l'océan et également au-delà. 90% des échanges commerciaux se font par le biais de l'océan. Il y a différentes dimensions auxquelles on doit réfléchir lorsque l'on envisage la question de l'océan. Mais comme les orateurs précédents ont pu le dire, l'océan fait partie du bien commun. L'océan appartient à tous, en tout cas, il devrait appartenir à tous. Et très souvent, on voit la tragédie qui peut se dérouler dans l'espace marin, où un État, une entité souhaite tirer avantage de sa position et en profiter par rapport à d'autres États. Et pourtant, l'océan joue un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire d'un grand nombre d'espèces. Par ailleurs, les algues sont à la fois une source alimentaire, mais aussi une source de capture de carbone. Et pourtant, on voit de nombreuses espèces d'algues aujourd'hui menacées. On retrouve de nombreux débris dans l'océan, des débris de plastique, des débris de containers, des microplastiques, des produits chimiques.
Comme vous avez pu le voir, les océans servent de tampons, notamment pour absorber la chaleur. Et aujourd'hui, eh bien, on voit que cela a un impact majeur sur l'oxygène notamment, et il y a une sous-oxygénation de l'océan. Il y a de nombreuses communautés dans le monde entier qui aujourd'hui font face à une forte dégradation à cause du changement climatique et de l'augmentation du niveau de la mer. L'océan, c'est aussi un lieu de conflit géopolitique, puisque l'océan comporte des actifs stratégiques qui sont convoités par de nombreux États. On voit aujourd'hui le droit international violé dans de nombreux cas et de nombreux conflits. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en 1982, a défini un certain nombre de limites aux intérêts nationaux pour protéger ce bien commun. Et les États-Unis n'ont même pas ratifié cette convention, alors que d'autres États, eh bien, simplement l'ignorent ouvertement. Des activités telles que les activités minières du fond marin ont été réglementées et pourtant, eh bien, ces réglementations n'ont pas été mises en œuvre et certains pays tels que Nauru, par exemple, a annoncé vouloir lancer des activités minières étant donné qu'aucun moratoire n'a été véritablement mis en œuvre. Et pourtant, il est essentiel d'avoir un moratoire sur les activités minières sur les fonds marins, car une fois que eh bien, on aura lancé ces activités, il sera impossible d'arrêter les États de poursuivre ces activités minières et on nous aura fait couvrir la boîte de Pandore. Or, nous n'en savons pas suffisamment sur l'impact de ces activités minières. Alors, les scientifiques, les communautés locales, les dirigeants politiques doivent s'unir pour agir. Il est important donc de comprendre comment mener cette lutte, comment financer ces efforts. Et le Conseil international des sciences souhaite prendre les devants dans cette bataille. Mais les petits États insulaires, notamment les États insulaires de l'océan Indien, les Caraïbes, etc., ont une difficulté, à savoir qu'ils vivent donc entourés de l'océan. Et ils sont donc particulièrement menacés. Et comment faire en sorte que ces populations puissent bénéficier du niveau de vie que nous avons? Comment faire en sorte qu'ils puissent avoir une vraie relation avec l'océan, qui fait véritablement partie de leur ADN, tout en profitant du développement technologique que peut offrir ce monde? Nous travaillons dur pour inclure leurs dirigeants intellectuels et les considérer comme sur un pied d'égalité au sein du Conseil scientifique international. Le changement climatique est un exemple de cause qui nous permet de nous rallier à la fois à la communauté scientifique et les dirigeants politiques. Certes, nous avançons lentement, mais il est essentiel de pouvoir agir. L'éducation joue un rôle essentiel. La science est absolument cruciale. Il faut publier, mener des recherches. Nous devons travailler ensemble. Au-delà donc de cette limite des 12 nœuds qui définit les eaux internationales, eh bien, ce ne sont pas des espaces au-delà qui ne font l'objet d'aucune réglementation pour autant. Et ce n'est pas d'ailleurs le seul espace international. Vous avez aussi l'espace, vous avez le cyberespace. Mais l'océan, aujourd'hui, fait face aux menaces non seulement des intérêts des États-nations, mais également des intérêts des entreprises qui souhaitent de plus en plus privatiser l'espace marin. Mais nous devons essayer de reconsidérer tout cela. Prenez un exemple, le traité sur l'Antarctique. L'Antarctique, c'est assez différent. Vous avez un bien commun
un espace qui ne fait pas l'objet de réglementation, mais qui a été affecté à des fins pacifiques et qui donc sera réglementé à des fins scientifiques. Vous avez tout un continent en Antarctique qui est exempt de tout intérêt économique et protégé de ses intérêts économiques. Et comment est-ce qu'on y est parvenu? Eh bien, par le biais de la science, et notamment par le biais des prédécesseurs du Conseil international des sciences. En 1987, on donc souhaitait mettre en place une année spéciale sur la question. Et 27 pays se sont alors réunis pour signer le traité de l'Antarctique. Aujourd'hui, de nombreux pays se sont ralliés à la cause. Et ce traité a traversé des crises géopolitiques telles que la guerre froide. Et cela montre bien que la science et la diplomatie scientifique peut permettre de gérer ces espaces qui ne font pas l'objet de réglementation. Le Conseil international des sciences ainsi que la communauté scientifique sont les coordinateurs des recherches menées dans l'espace antarctique. Et ce n'est pas le seul exemple. Il y a eu un certain nombre de discussions aujourd'hui qui ont abordé la question du GIEC. La communauté scientifique qui travaille sur le changement climatique. Comment est-ce qu'on a créé le GIEC? Eh bien, là aussi, c'était à l'initiative des scientifiques. En 1985, le Conseil international des sciences ont organisé le premier forum sur le changement climatique. Et cela a imposer à la communauté internationale de prendre cette question au sérieux. Cela a mené à la création du GIEC. Certains ont mentionné le protocole de Montréal sur l'ozone. Et il n'y a eu que 30 ans entre le moment où nous avons compris l'impact du trou de la couche d'ozone et le moment où ce protocole a été signé. Il y a énormément d'initiatives qui ont été mises sur pied pour faire avancer le bien commun. Mais aujourd'hui, nous devons mettre en avant la diplomatie scientifique pour avancer sur ces questions. Mais nous ne pouvons pas penser à l'océan de par lui-même. Nous devons prendre en considération tous les aspects, notamment des objectifs de développement durable. L'océan ne peut pas être envisagé sans prendre en considération toutes les questions économiques, de durabilité, de protection de l'environnement. Il faut trouver des solutions pragmatiques pour naviguer dans cette interface entre les besoins économiques, scientifiques, environnementaux, etc. Le cœur du problème des ODD, et notamment ceux en lien avec les océans, eh bien, ce sont les questions de nationalisme et d'intérêt des États. Et on voit malheureusement aujourd'hui une montée des nationalismes, alors que plus que jamais, nous avons besoin d'une approche plus mondialisée, plus intégrée. Et c'est par le biais de la diplomatie scientifique, en utilisant nos ressources communes, que nous allons pouvoir véritablement apporter une différence. Nous faisons face à un véritable défi. On le voit aujourd'hui, le monde entier a besoin d'agir pour assurer la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, protéger l'environnement. Et la science seule ne peut apporter toutes les réponses, mais la science peut jouer un rôle clé pour avancer sur ces questions. Les scientifiques du monde entier, représentés par le Conseil international des sciences, avancent vers l'atteinte de ces objectifs. Cette décennie est la décennie des océans, mais c'est aussi la décennie des ODD. Il ne reste que 8 ans avant que nous atteignions la date limite de 2030 et nous devons faire en sorte que la science, les sociétés civiles, les politiques puissent se rassembler si nous souhaitons véritablement éviter cet effondrement environnemental qui touchera bien sûr les océans. Toutes les parties prenantes doivent jouer leur rôle. Alors que aujourd'hui, eh bien, la division géopolitique ne fait que rendre les choses plus compliquées. Nous devons
agir ensemble sur cette question de la protection des océans. Et je pense que la discussion que nous avons pu avoir aujourd'hui nous rapproche, nous permet de faire un pas de plus vers une solution qui nous permettrait de gérer 70% de la surface de la planète. L'océan joue un rôle essentiel pour toutes les espèces, à la fois les hommes, la faune, la flore et toutes les espèces que l'on trouve sur notre planète. Je vous remercie. Thank you, Peter. Advocate of science diplomacy. Merci pour ce plaidoyer en faveur de la diplomatie scientifique. Forcément une expression encore très connue, même si on la pratique, et notamment peut-être plus dans le domaine de la santé, in health, that you know very well. You have dans le domaine de la santé que vous connaissez sans doute mieux, car vous avez une formation de médecin, vous êtes pédiatre. Vous avez exercé en tant que pédiatre il y a longtemps. Merci à tous nos intervenants. Je crois qu'on peut refaire un round of applause. En bon français. Merci.